Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais expliciter quelques éléments en rapport avec mon TP4 Structure et mode d'action des anticorps qui est à destination des élèves de première spécialité SVT dans le thème immunologie. Alors vous le voyez, l'intro le rappelle, l'anticorps c'est quelque chose qui est produit par la réaction immunitaire acquise ou adaptative, ce que j'appelle la RIA, et c'est un élément qui est produit en réponse à l'entrée d'un antigène dans l'organisme, un élément du non-soi. Et on est d'accord, l'élément central dans la structure et le fonctionnement de l'anticorps, c'est sa spécificité. Chaque anticorps reconnaît un seul antigène spécifiquement, si bien que, à chaque fois qu'un antigène nouveau est introduit dans l'organisme, la réaction immunitaire permet la production d'un nouveau type d'anticorps spécifique de cet antigène. Il y a deux activités dans mon TP. La première concerne la spécificité des anticorps. On va s'intéresser à un anticorps particulier, l'anticorps anti-BSA, ça veut dire bovine sérum albumine en anglais, et on cherche à savoir si cet anticorps est bien spécifique de l'antigène BSA, la bovine sérum albumine. Pour ce faire, on va utiliser une technique, un test particulier qui s'appelle le test d'Ouchterlony. Ce test, c'est un test d'immunodiffusion sur gel, c'est-à-dire qu'on va faire diffuser des molécules, que sont les anticorps et les antigènes, et évidemment, l'idée, c'est de mettre en contact les anticorps et les antigènes pour visualiser si oui ou non ces molécules peuvent interagir. Alors du coup, il y a un élément central à avoir compris qui est présent ici, c'est qu'il va falloir vérifier ce qu'on souhaite tester. Aujourd'hui, on souhaite tester si un anticorps peut se fixer à plusieurs antigènes. Donc, on mettra dans le puits central l'anticorps. De cette façon, il va diffuser dans la gélose et il va arriver à peu près au même moment et à la même concentration vers chacun des puits périphériques. Et dans ces puits périphériques, on mettra des antigènes, c'est pour ça qu'on parle de puits antigéniques, et l'antigène va lui aussi diffuser dans toutes les directions, et à un moment, les deux molécules vont se rencontrer. Si jamais l'anticorps et l'antigène forment un complexe ensemble, si l'anticorps arrive à se fixer à l'antigène, il y aura formation d'un arc de précipitation. C'est une sorte de voile blanchâtre dans la gélose qui va avoir tendance à devenir de plus en plus blanchâtre au fur et à mesure de la réaction. Alors ça, c'est parce que les anticorps et les antigènes qui vont s'associer ainsi vont former une molécule de plus en plus grande, un gros complexe moléculaire qu'on appelle le complexe immun. Ce complexe immun devient tellement gros qu'il va précipiter, il ne peut plus rester soluble dans la gélose et il forme cet arc blanchâtre dans la gélose. Alors il est important de noter que ce test peut être utilisé de façon variable. Par exemple, on pourrait tester différents anticorps contre un même antigène. Dans ce cas, on mettrait l'antigène au centre, ce qui est finalement l'inverse de ce qu'on est en train de faire maintenant. On pourrait aussi tester l'activité de différents anticorps en mettant l'antigène dans la gélose, et ça permettrait finalement de voir quel est le meilleur anticorps contre un même antigène donné. Alors si on réalise cette manipulation, il faut se questionner sur la façon de procéder. On a différents sérums, différents échantillons à tester. Il y a de l'eau distillée, du sérum de lapin immunisé contenant l'anticorps anti-BSA, et des sérums de chèvre, de vache, de bœuf et de cheval. La BSA, c'est la bovine sérum albumine, donc c'est celle qui est contenue dans le sérum de bœuf. Et ce qui est important dans tous ces sérums, c'est de bien voir qu'est-ce qui est un antigène, qu'est-ce qui est un anticorps. Ici, c'est clairement explicité, c'est écrit contenant l'anticorps anti-BSA. Mais dans les exercices ou les TP, c'est pas toujours le cas. Par contre, ici, c'est un sérum de lapin immunisé. Immunisé, ça veut dire qu'on lui a injecté la BSA et qu'en retour, son système immunitaire a produit l'anticorps anti-BSA. Donc si on résume, cet échantillon S, le sérum de lapin immunisé, contient l'anticorps. Les 4 autres sérums contiennent des albumines, de bœuf, la BSA, de vache, de chèvre ou de cheval, donc différents antigènes.
Et puis l'eau distillée, vous l'aurez compris, c'est le témoin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du tout de molécule hors la molécule d'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antigène, et là on attend une réaction qui soit négative. Donc qu'est-ce qu'on souhaite faire dans cette manipulation? Tester si l'anticorps anti-BSA est spécifique. Comment on va le faire? Bien, on va mettre en contact l'anticorps anti-BSA avec différents antigènes. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que s'il est spécifique, dans notre questionnement, on n'a pas explicité, mais s'il est spécifique, ça veut dire qu'il va se fixer à un antigène, mais pas aux autres. Donc uniquement à la BSA, mais pas aux autres antigènes de chèvre, de vache ou de cheval. Et donc on l'a dit aussi, il va falloir mettre cet anticorps au centre pour qu'il puisse diffuser vers les 5 autres puits périphériques, et on placera donc les antigènes tout autour, peu importe l'ordre, puisque finalement ils sont équivalents par rapport à l'anticorps, il ne faut juste pas se tromper, bien mettre l'anticorps au centre, et puis dans un des 5 puits périphériques, on placera l'eau qui est le témoin négatif, et on est normalement à peu près certain qu'il n'y aura pas de réaction ici. S'il y a une réaction, c'est probablement qu'on aura mélangé différents produits en n'ayant pas fait attention au pipetage. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir présenter des résultats. On va bien sûr représenter la boîte de pétri, dedans il y a de la gélose, les puits périphériques contenant les antigènes, le puits central contenant l'anticorps, et évidemment, toute la question c'est quel est le résultat. Si on avait fait cette manipulation en classe, on aurait eu un seul arc de précipitation que j'ai schématisé ici par ce trait grisé. Et évidemment, il faut le légender, et ça c'est un élément important. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cet arc de précipitation? Eh bien, finalement, au contact entre l'anticorps et l'antigène, les molécules s'associent, forment un grand complexe, le complexe immun, qui précipite. Alors, si on s'intéresse un peu à schématiser ça, on pourrait par exemple schématiser les différents antigènes avec une forme particulière, triangle, étoile, rond, carré, et si on zoome sur cette structure et qu'on envisage ce qu'il y a au niveau moléculaire, eh bien il y a un anticorps qui se fixe à cet antigène rond. Alors vous le voyez ici, on a imaginé, c'est le document qui est présent dans le TP, qui est une bactérie avec un antigène particulier, l'antigène G, et un anticorps IgG. Et donc on a une fixation, et vous le voyez, il y a formation de ce grand complexe, le complexe immun, et c'est ça qui fait qu'on a cet arc de précipitation, puisque le complexe immun ne peut pas rester soluble vu sa taille. Alors pour comparer ça, on pourrait s'intéresser à ce qui se passe entre le puits anticorps et l'antigène C. Dans ce cas, l'anticorps, qui a une forme relativement creuse, en rond, ne va pas pouvoir se fixer à cet antigène qui est plutôt carré. La forme ne correspond pas, et donc il n'y a pas de fixation, pas de complexe immun formé, et évidemment pas ici d'arc de précipitation. Donc ça, c'est ce qui concerne notre activité 1 et le test de spécificité pour l'anticorps anti-BSA. Vous l'aurez compris, s'il n'y a qu'un seul arc de précipitation, ça veut dire que l'anticorps est bien spécifique. Il est spécifique de l'antigène BSA qui est présent ici. Nous allons maintenant passer à l'activité 2 qui concerne la structure de l'anticorps. Et dans cette activité 2, il y a deux manipulations informatiques à réaliser. La première concerne Anagène, la deuxième Rastop. Alors dans l'activité Anagène, on va identifier, comparer les différentes séquences de protéines qui sont présentes dans l'anticorps. On va le voir, il y a plusieurs chaînes protéiques dans l'anticorps et on va les comparer deux à deux pour comprendre comment l'ensemble est structuré. À quoi on s'attend? Eh bien en fait on s'attend à identifier des zones constantes, mais aussi des zones variables. Des zones variables, ça paraît très important parce qu'en fait, si chaque anticorps est spécifique d'un antigène, il faudra forcément une zone de reconnaissance, une zone de détection de l'antigène, qui doit être une zone variable. Alors dans la stratégie, il y a aussi une autre idée, c'est de comparer les chaînes d'un même anticorps, ou alors, à l'inverse, de deux anticorps différents. Alors, je vais passer à cette partie anagène. J'ai chargé ici en même temps les deux fichiers.
IgG et 2 IgG. C'est-à-dire qu'en haut, on a les 4 chaînes de l'anticorps, d'un anticorps qu'on appellera 1, et ici, on a les deux chaînes lourdes, une des deux chaînes lourdes de l'anticorps 1 et de l'anticorps 2, et une des deux chaînes légères de l'anticorps 1 et puis de l'anticorps 2. Donc ici, on va comparer les chaînes d'un même anticorps, ici, on va comparer les chaînes de deux anticorps différents. Alors, je vais donc comparer ces chaînes protéiques. Vous le voyez, je suis bien sur le curseur, sur la règle ici en triplé, hein, la règle bleutée, pas la règle noire, pour pouvoir bien compter les nucléotides. Je le dis aussi souvent, ce grand curseur peut être utile, enfin quand il veut bien, voilà, ça c'est plutôt intéressant pour pouvoir bien encadrer la position. Vous voyez que le GLU là c'est le 10, mais c'est pas forcément évident parce que le 10 est au début de la première lettre de GLU. Donc je compare mes deux chaînes lourdes, H1 et H2, d'un même anticorps. Vous le savez, il faut faire traiter et ensuite comparer. On fait toujours avec discontinuité parce que vous le savez, s'il y a une délétion ou une addition, ça va tout décaler, il peut croire que tout est différent, ce qu'il faut. Je fais OK et j'observe le résultat. Et on le voit, il y a des petits tirets et des petites étoiles pour montrer que c'est identique. Et si on passe l'intégralité de la séquence, on le voit, c'est tout identique. On pourrait même faire information pour s'en assurer, on a bien 100% d'identité, 100% de ressemblance. Ça veut dire que les deux chaînes lourdes sont strictement identiques dans un anticorps. Ça, c'est très important. Deux chaînes lourdes identiques. Alors évidemment, la question c'est est-ce que les deux chaînes légères sont identiques? Je les coche, je compare les séquences, et qu'est-ce que j'obtiens? Deux chaînes légères, strictement identiques. On le prouve avec l'information, 100% d'identité. Ça veut donc dire que dans un anticorps, on a deux chaînes lourdes identiques, deux chaînes légères identiques. La question qui suit, c'est évidemment, est-ce qu'entre deux anticorps différents, qui reconnaissent donc différents antigènes, on aura les mêmes chaînes lourdes ou mêmes chaînes légères? Et on l'a dit, on se doute qu'il y a une partie qui doit être variable pour reconnaître l'antigène. Je vais donc comparer les deux chaînes lourdes. Je ne l'ai pas mentionné avant, ça paraissait évident, mais ça n'est pas toujours. Il faut forcément comparer les deux chaînes lourdes, parce qu'elles font à peu près la même taille, mais on ne peut pas comparer avec les chaînes légères, ça n'aura aucun sens. Si je compare les chaînes lourdes de deux anticorps différents, qu'est-ce que j'obtiens? On compare, toujours avec discontinuité. Cette fois-ci, on le voit, il y a des mutations, il y a des changements réguliers dans tout le début de la séquence. Ici même, vous le voyez, sur la chaîne H de l'anticorps 1, il y a carrément une délétion qui concerne quand même une dizaine d'acides aminés. Et puis arrivé à la position 122 environ, 123, on a une chaîne qui devient strictement identique. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que entre deux anticorps différents, les chaînes lourdes sont identiques sauf à leur extrémité. En gros, 120-125 acides aminés sur un total de 460 environ, c'est-à-dire en gros, un quart de la chaîne est variable. Tout le reste, par contre, est identique. Ça, c'est également très important puisque ça montre que l'anticorps reste globalement le même, sauf à son extrémité, en tout cas pour les chaînes lourdes. Alors bien sûr, on va essayer de reproduire cette observation pour les chaînes légères. On va comparer les séquences avec discontinuité, et vous le voyez, on obtient à peu près la même chose, à environ 110 acides aminés. Les modifications, les mutations ne sont plus présentes, on a quelques exceptions parfois, et on a pour le reste des chaînes légères qui sont relativement constantes, entre 110 environ et 215 acides aminés, c'est-à-dire que cette fois-ci on a à peu près la moitié de la chaîne légère qui est variable, et l'autre moitié qui est constante. Donc ça a dû nous permettre d'identifier un très grand nombre d'éléments intéressants. C'est que, d'abord, l'anticorps est composé de 4 chaînes, de lourdes, H, 2 chaînes légères, L, L1, L2, H1 et H2. Mais en fait, ces deux chaînes lourdes sont identiques, ces deux chaînes légères sont identiques également pour un même anticorps. Maintenant, si on compare différents anticorps, on se rend compte que
elles ont toutes une partie variable, les 100 à 120 premiers acides aminés, sur un total d'environ 240 pour les chaînes légères et 460-480 pour les chaînes lourdes, c'est-à-dire à peu près la moitié de la chaîne légère et à peu près un quart de la chaîne lourde. C'est pas tout à fait à l'échelle ce que j'ai fait, mais le principe est là. Toutes les extrémités ici sont variables, et le reste, c'est la partie constante. Et j'ai donc montré des parties variables différentes avec soit des hachures ici, soit un petit quadrillage pour montrer que cette partie n'est pas la même. Par contre, toute cette partie verte ici est identique à l'autre sur l'anticorps 2. Évidemment, cette zone-là particulière, on se doute que si elle est variable, c'est parce qu'elle fixe l'antigène. Et c'est donc là qu'on va passer à la partie rastop, puisqu'il va nous falloir retrouver ces 4 chaînes et leur mode d'association, parce que pour l'instant on les a mis côte à côte, mais ça risque d'être un peu plus compliqué, et retrouver également les parties constantes et variables, et bien évidemment chercher à savoir si la partie variable fixe l'antigène. Je vais donc passer sur rastop, et cette partie rastop va me permettre d'identifier les 4 chaînes. Alors quand on ne sait pas exactement quoi colorer sur rastop, on peut avoir différentes stratégies. La première, c'est de survoler et de chercher ce qu'il y a. Vous voyez, il y a chaîne M, ici, en bas, à côté de molécules, on a IgG total, chaîne M, chaîne I. Donc déjà, j'ai trouvé 2 chaînes, M et I. Et si je survole, je vois H et L. Donc déjà, j'ai les différentes chaînes qui sont possibles. Alors il y a aussi une autre solution qui est assez intéressante, c'est dans Atomes, coloré par chaîne. Et ça fait tout d'un coup. Alors là, c'est encore plus simple. Du coup, on peut représenter l'intégralité de la molécule très facilement. On peut identifier les différentes parties. Donc on le voit, il y a 4 couleurs, 5 même, mais il y a 4 chaînes principales, jaune, verte, c'est les chaînes légères, et les 2 bleus, cyan et bleu foncé, c'est les chaînes lourdes. Alors on le voit ici, il y a quelque chose au centre, la chaîne C, c'est en fait les liaisons entre les 2 chaînes lourdes. Alors ça, c'est particulièrement intéressant parce que du coup, on comprend que, par rapport à tout à l'heure, on a vu qu'il y avait 4 chaînes, mais on ne savait pas comment elles pouvaient s'associer. Ici, on comprend que les 2 chaînes lourdes s'associent entre elles, et chaque chaîne lourde s'associe à une chaîne légère. On a donc une forme globale en Y, et cette forme en Y, elle a un pied, entre guillemets, long, qui est formé des 2 chaînes lourdes, et puis une partie avec les 2 bras du Y, qui sont chacun constitués d'une chaîne lourde et une chaîne légère. Donc ça, c'est la structure tridimensionnelle de l'anticorps, une structure globale en forme de Y, avec 4 chaînes, les 2 chaînes lourdes associées entre elles, et chaque chaîne lourde associée à une chaîne légère. Alors maintenant, ce qui nous reste à comprendre, c'est est-ce que une de ces parties s'associe plus préférentiellement à l'antigène, et pour ça, je vais faire fenêtre mosaïque verticale, et vous le voyez, j'ai une autre molécule ici, IgG lise, parce qu'elle a été lysée. Alors il y a des enzymes qui peuvent couper l'anticorps à plusieurs endroits. Si on survole, on voit qu'on a la chaîne H et L. Et ici, si je resurvole, en fait, L, je l'avais coloré en vert, et H en bleu. Donc, je vais quand même essayer de faire la coloration par chaîne, mais il va falloir que je m'assure que ce soit bien bon. Chaîne H en vert, et ici, chaîne L, donc c'est bien ce qui me semblait. Malheureusement, il me les a inversés. Alors ça, c'est parce que le logiciel fait de façon un petit peu automatique, hein. Donc ici, normalement, il faudrait faire étoile H, ok. Donc là, j'ai sélectionné H, et H ici, j'avais dit que c'était le bleu, donc je vais colorer en bleu avec ma palette. Voilà, donc elle est redevenue bleue comme elle devrait être, et je vais sélectionner I, non c'est pas I d'ailleurs, c'est L, pardon, on sélectionne L, et on obtient cette fois-ci la coloration verte. Alors je vais tout reprendre ici avec sélectionner l'ensemble, hein, cette partie ici, sélectionner les atomes, je vais afficher en sphère de Van der Waals,
Et j'ai cette fois-ci le bon code couleur, on est d'accord, hein, la chaîne L en verte, c'est bon, je me suis pas trompé, et la chaîne H en bleu. Alors je pourrais du coup la placer comme sa voisine, voilà, on va essayer d'utiliser au mieux les curseurs pour se mettre bien en phase, on n'est pas trop mal, et vous le voyez du coup, cette zone avec une chaîne lourde, une partie là seulement, et la chaîne légère, vient au contact de cette structure rouge. Qu'est-ce que c'est? C'est la chaîne Y, c'est un antigène. Et alors quand on observe attentivement cette structure, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que la forme de cette partie de l'anticorps, elle est parfaitement complémentaire. On peut d'ailleurs le montrer avec cet outil Front. Quand on va zoomer, on va faire une coupe. Là, quand j'avance, je vais faire une coupe. Alors c'est parfois un peu lent. Voilà, c'est les aléas un peu du direct, hein. Voilà, j'ai commencé à couper, j'étais visiblement très loin par rapport à la molécule, et quand on coupe ici la molécule, on retrouve parfaitement cette interaction. Vous voyez qu'ici, on a une zone de contact qui est parfaitement complémentaire, ou presque, hein. Alors ici, il y a un léger décalage, hein, mais on se doute que ce décalage, vous voyez, il est compensé par cette petite structure, c'est-à-dire que la forme de l'anticorps est parfaitement complémentaire de l'antigène. C'est finalement ce qu'on va retrouver pour les enzymes, pour les récepteurs. On parle de modèle clé-serrure. Et donc là, on retrouve parfaitement ce modèle clé-serrure, hein, notamment ici, hein, avec une structure qui est parfaitement complémentaire. On voit même là cette partie de la molécule qui vient manchonner ici. Donc on a quelque chose qui est hautement spécifique par une reconnaissance de forme, par une complémentarité de forme. Donc cette partie rastop nous a permis d'identifier un certain nombre de choses. Première chose, les deux chaînes lourdes sont associées entre elles par des liaisons, on appellera ça des ponts disulfures, vous voyez, c'est ces deux petits traits noirs qui sont ici. Chaque chaîne lourde est également fixée à une chaîne légère, et il y a aussi un pont disulfure, cette fois-ci un seul, pas deux comme entre les deux chaînes lourdes. Les extrémités variables sont localisées au niveau d'une association entre une chaîne lourde et une chaîne légère, c'est-à-dire ici. Et cette partie variable, elle est associée à l'antigène, et il y a une complémentarité entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donc prouver ici qu'il y a bien deux zones variables, celle-ci et celle-ci, et que l'anticorps peut donc fixer deux antigènes, et ça on s'en doutait déjà avec l'activité 1, puisqu'on a vu que l'anticorps formait des ponts avec les différents antigènes qu'il fixait, et que ça permettait de former le complexe immun. Donc c'est grâce à ces ponts qu'on va former une molécule extrêmement importante, et qu'on va pouvoir fixer tous ces antigènes. Voilà finalement la répétition de ces différents éléments, hein. Deux chaînes lourdes identiques, deux chaînes légères identiques, avec les zones variables qui sont situées ici, et qui peuvent reconnaître l'antigène. Donc ici on a une autre représentation de cet anticorps, et l'antigène qui est ici, sachant qu'on pourrait tout à fait en mettre un autre à cet endroit-là. Donc on retrouve également avec cette étude ici d'un antigène qui est l'hémagglutinine, hein, c'est un des antigènes du virus de la grippe, cette parfaite complémentarité de forme, hein, on retrouve bien quelque chose qui est extrêmement précis et qui permet bien évidemment la reconnaissance très spécifique d'un antigène et donc la spécificité de l'anticorps. Grâce à ce TP, on a donc vu la structure de l'anticorps, 4 chaînes de lourdes, de légères, des parties variables qui reconnaissent l'antigène, et on a compris pourquoi ces anticorps sont si spécifiques, parce que leurs parties variables produisent des formes qui sont complémentaires aux antigènes et qui leur sont donc spécifiques. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée.